Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous accueillir pour cette deuxième table ronde. Donc, on va commencer dans le vif du sujet et c'est une thématique qui va porter sur la question de la digitalisation et la manière dont celle-ci peut être un facilitateur pour les communautés et les diasporas. Donc, on va commencer par les présentations. Nous avons ici à ma droite Monsieur Christian Majossi. Excusez-moi si j'écorche Majossi. Je commence déjà très bien. Je suis vraiment désolé. Je vais essayer de me rattraper avec Monsieur Zoubir. Ben, c'est bon jusqu'à présent? Tadert. Tadait. Voilà, heureusement qu'il y a Awa pour me rattraper. Et il y a enfin Christian Arnaud Jacquin, qui est en distanciel. Voilà, donc je vais laisser en fait Awa présenter les intervenants pour éviter que je continue à faire des dégâts. Alors, cette table ronde qui aura pour thème la digitalisation comme facilitateur d'échange avec les diasporas. Donc, on aura 3 speakers. Donc, Monsieur Zubair Ben Terdaet, qui est CEO de Yoshbi. Monsieur Christian Massoji, qui est CEO de Mobile Ecosystem. Et Monsieur Arnaud Jacquin, qui est CEO de MyPocket. Et donc, c'est 3 entrepreneurs qui ont la particularité de proposer des solutions qui viennent en aide aux diasporas dans les échanges et dans les paiements et les transferts internationaux. Donc, je te laisse la parole, Samir, pour les questions. Oui, on va commencer tout de suite avec Monsieur Jacquin. Monsieur Jacquin, non? Il se connecte. Bon, je vais laisser la parole à Awa pour qu'elle puisse poser les questions aux autres speakers. Alors, on va commencer par vous, Monsieur Massoji. Donc, la première question qu'on avait à vous poser, c'est comment la digitalisation facilite-t-elle la bancarisation sur le continent africain à travers le mobile banking? Donc, on s'est questionné sur ce sujet parce que c'est vrai qu'on entend que la bancarisation, c'est l'enjeu pour les pays africains. Et donc, on se pose la question, comment cette digitalisation elle facilite ce phénomène? Tout d'abord, bonjour à tous. Merci pour cette invitation. Donc, le vrai défi, c'est que je pense, d'abord, il faut comprendre l'Afrique. L'Afrique, c'est 1,2 milliard de personnes, bientôt 1,5 milliard en 2050, avec 70% de la population qui a moins de 25 ans. Donc déjà, ce sont des gens qui n'ont pas de moyens financiers, mais surtout, 70% de la population n'est pas bancarisée. Donc, la raison, il faut se poser la question, pourquoi? Et cette bancarisation, qu'est-ce qu'elle a comme... qu'est-ce qu'elle entraîne comme problème? Si on regarde en fait les problèmes africains, les problèmes de développement, on peut faire ce qu'on veut, mais la base, c'est l'argent. Vous voulez vous soigner, vous voulez vous éduquer, vous voulez accéder à quelque chose. Donc, si vous n'avez pas de banque, vous ne pourrez pas y arriver. Et aujourd'hui, il y a des solutions comme le mobile money ou d'autres choses qui, en fait, correspondent plus à des solutions de flux transactionnels. Mais ce n'est pas des solutions qui vont vous permettre, par exemple, de pouvoir payer un logement, faire un crédit ou quoi que ce soit. Et en fait, on en revient toujours au même. La discussion d'avant était sur le KYC, c'est la clé. La vraie clé, c'est que pour pouvoir permettre à l'Afrique de faire sa transition économique, il faut du KYC. Pour pouvoir permettre à ce milliard d'eux, pas juste à 1 millier ou une centaine, de créer des flotteurs web et d'avoir des sociétés qui sont cotées à 200 millions, mais ce milliard d'eux-là, comment est-ce qu'on fait pour que chaque petit Africain qui est là-bas au village, qui est peut-être agriculteur, qui va générer de la richesse, mais qui, lui, est éloigné de toutes ces solutions? Comment est-ce qu'on fait? La clé, c'est qu'il faut digitaliser. Il faut permettre à chaque personne d'avoir une identité digitale qui va permettre de rassurer les grosses institutions en disant « cette personne qui est là-bas, vous ne savez pas qui c'est, mais grâce au digital, nous, on peut vous dire « il est là, il fait ça ». En réalité, vous, ce que vous voyez, c'est sur la partie formelle, l'OCDE va dire « il gagne 100 $ par mois », mais il y a toute une partie informelle. Il y a la diaspora qui l'aide, il y a la famille qui envoie de l'argent par des WeTransfer, par plein d'autres solutions. Comment est-ce qu'on fait pour arriver à faire que tous ces blocs-là, qui aujourd'hui ne sont pas lus et ne sont pas lisibles, deviennent des blocs qui vont devenir de l'information qui, elle, est rassurée parce qu'elle est connectée à un KYC, qui dit cette personne, elle est unique, elle est identifiable, on sait c'est qui, on sait où il habite, on sait ce qu'il fait, et tous les mois, il génère ça en income, ça en outcome, et donc on peut avoir une balance. Et le credit scoring, c'est la clé. Parce que même cette personne-là, en étant agriculteur, en faisant tous ces efforts du monde,
Et en allant vendre, par exemple, sa production avec sa femme qui aussi participe, parce qu'il ne faut pas l'oublier, hein, l'Afrique, c'est d'abord une société matriarcale. On la regarde un peu à l'envers, mais si on comprend bien, les femmes étaient entrepreneurs bien avant qu'on invente une start-up, quoi. Donc, il va falloir aussi comprendre comment est-ce qu'on peut, à partir des modèles qui sont des modèles de ces sociétés occidentales très avancées, on peut arriver à intégrer cette fois-ci des modèles culturels qu'on ne comprend pas toujours. Et la digitalisation doit permettre de faire quoi? Elle doit permettre de passer de ce modèle un peu informel, pas compris, gris, qu'on voit un peu bizarre, on dit ouais, l'Afrique c'est la débrouille, c'est le système D, et de transformer ce système D petit à petit en quelque chose de beaucoup plus clair, qui fasse que chacun peut trouver son niveau de confiance. Et nous, ce qu'on va faire avec la société MI, c'est créer en fait un agrégateur, une tour de Babel, et se dire que moi je suis d'origine africaine, ça ne veut pas dire que parce que je suis d'origine africaine, je comprends mieux l'Afrique que n'importe qui. C'est pas vrai. Il n'y a pas une Afrique. Il y a 1001 Afriques. Il y a 1001 peuples en Afrique avec des cultures différentes. Mais par contre, ce que je comprends, c'est les deux modèles. J'ai travaillé ici dans des grosses sociétés internationales mondiales. J'ai mon origine et mon éducation africaine. Et on peut trouver une balance entre les deux. Et l'idée de cet écosystème MI, c'est de créer un agrégateur qui va être un pont entre les deux. Et nous, on va aider à ces petites gens à avoir la bonne traduction auprès des grosses institutions et de faire que ces flux-là deviennent complètement transparents grâce à du KYC et grâce à un système qui va rendre tout ça lisible. Voilà l'objectif. Merci beaucoup pour votre réponse. C'était très complet. Monsieur Jacquin, pas encore. Il est en train de se connecter. Donc on va passer à vous, Monsieur Bender-Terdayet. Alors, la question qu'on avait à vous poser, c'est sur la place et le poids des diasporas dans ce sujet-là. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que dans les enjeux de digitalisation et de bancarisation, les diasporas ont leur place. Et donc, la question, c'est comment sensibiliser les diasporas européennes à cet enjeu? Alors, du coup, moi, je pensais que ma question serait la dernière et il y avait énormément de sujets qui allaient être abordés. Du coup, ma réponse n'a pas de sens s'il n'y a pas eu l'introduction. Du coup, moi, j'aimerais tout de même revenir sur la base. Parce que les diasporas, il y en a beaucoup. On a parlé de l'Afrique, ça aurait pu être d'autres diasporas, mais on va quand même se concentrer sur l'Afrique, c'est celle qu'on connaît le mieux. Mais en Afrique, on a l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, qui sont tous à différents stades d'évolution. L'Afrique de l'Est sont même précurseurs sur le paiement mobile avant même les Européens. Et aujourd'hui, on parle de FinTech, mais on avait déjà des prémices au Kenya avec M-Pesa et d'autres. En Afrique de l'Ouest, on est également avancé. En Afrique du Nord, on est en retard. Mais en tout cas, le point commun des deux premières régions, c'est la non-convertibilité de la monnaie qui joue également sur la relation entre les diasporas et leur pays d'origine. Mais si on devait revenir déjà à la première question, qui est l'importance de la bancarisation, moi je reviendrai à 4 principes qui sont vraiment importants. Ce qui compte lorsqu'on ouvre un compte bancaire, c'est d'abord la confiance dans le système bancaire, et beaucoup de gens ne l'ont pas. En France, on a une mauvaise image des banques, mais en Afrique, c'est pire. Pour les gens, les banquiers, c'est des voleurs. Il y a une histoire de coût. Quand aujourd'hui, vous savez que la tenue d'un compte mensuel, c'est l'équivalent quasiment de 1 mois de salaire, voire 2 pour un smicard, par exemple en Tunisie ou en Afrique, c'est un vrai frein. Il y a ensuite la rapidité d'exécution des transactions. Le banquier est roi, il fait un peu ce qu'il veut. On n'est pas sur aujourd'hui les mêmes normes en France d'un virement SEPA ou ce que vous voulez. Vous êtes à J+1, J+3. J'allais dire, dans certains pays, il y a encore du clientélisme, il y a du copinage. On fait passer des virements, pas d'autres. Je ne sais pas, je peux revenir au diaspora, mais il n'y a pas très longtemps, j'ai un proche qui a dû envoyer 100 000 € pour acquérir un bien dans son pays d'origine. Il n'a pas vu l'argent crédité sur son compte parce que la banque voulait faire un peu de trésorerie. Donc, elle l'avait bien reçu. Elle l'avait placé au taux monétaire du marché et elle a tenté de le débloquer. Donc, il a fallu une intervention extérieure en disant « Attends, mon coco, tu ne vas pas faire de la trésorerie sur mon proche. S'il te plaît, débloque les sous. Il en a besoin pour payer son notaire. » Donc, ça, c'est important. Donc, la confiance, le coût, la rapidité et la transparence, ce dont je parlais. Et ça, c'est vraiment primordial. Et il y a encore autre chose qui est importante, c'est le sous-jacent. Pourquoi est-ce qu'on fait des paiements? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de financement? Et aujourd'hui, en Afrique, on n'a pas assez, entre guillemets, de salariés d'économie formelle. L'informel est encore trop importante. Et les aides sociales
sont quasiment inexistantes. Moi, je vous parie, en France, si on arrête de verser les APL, les allocations familiales et le RSA, je peux vous assurer qu'il y a un tiers des gens qui arrêtent de payer des frais bancaires et qui sortent du système bancaire. S'ils ne reçoivent pas leurs aides, pourquoi avoir un compte? On peut tout faire encore avec des espèces. Aujourd'hui, en Afrique, et notamment au Maghreb, c'est encore le cas. Pourquoi vous voulez donner de l'argent à un banquier si finalement vous n'avez pas de fiche de paye, votre patron ne veut pas vous déclarer parce qu'il y a trop de charges, vous ne recevez pas d'aide de l'État, donc ça ne sert à rien. À l'inverse, quand vous le faites, ça explose. Pendant le Covid, on a reçu des subventions de différents bailleurs de fonds pour pouvoir aider les gens en précarité. Et on a demandé à ces gens d'aller ouvrir un compte justement auprès d'un établissement de paiement pour pouvoir recevoir ce petit pécule qui allait vous permettre de survivre. Les gens ont tous ouvert en masse des comptes. Donc, on ne peut pas parler de paiement, de financement si on ne vient pas à la base qui est celle de l'économie. C'est un peu comme souvent on parle de finance islamique, mais pourquoi parler de finance islamique si on n'a pas à la base d'économie en fait islamique et vertueuse? Donc, ce n'est pas évident. Alors, si on en revenait à la question, les diasporas en Europe, c'est la clé. C'est la clé. J'en parlais encore avec une amie hier. Elle me dit, Zoubaïr, tu sais, au Maroc, dans certaines zones rurales, si on n'avait pas le soutien de la diaspora, on était fichu. C'est le cas également pour la Tunisie, pour d'autres pays. Donc, effectivement, les diasporas ont un rôle vraiment à jouer. Mais je reviendrai toujours au même principe. Les diasporas ne seront enclins à faire des virements ou à utiliser le digital que si elles ont un coût qui est raisonnable, de la transparence et de la rapidité. Aujourd'hui, lorsque certains acteurs se permettent de ponctionner 7 à 8% du montant du transfert, les gens se disent mais 8%, ça en nourrit des bouches. Je peux en faire des choses. Donc, les gens vont utiliser le système D. On va passer par l'épicier du coin qui va transmettre à la famille ou à d'autres personnes et on ne va pas passer par le système conventionnel parce qu'il est trop cher. Mais effectivement, la digitalisation, c'est énorme. Vous êtes assis sur votre fauteuil, vous voulez envoyer de l'argent à un proche, vous ouvrez votre appli mobile, vous la connectez à votre carte bancaire, vous faites un virement, le mec le reçoit. Mais c'est top, c'est idéal. Ça fait rêver. Mais aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. Mais il n'y a pas que du mauvais. Il y a quand même du bon. Il y a quand même des gens qui utilisent ces techniques-là parce qu'elles n'ont pas le choix et ça leur évite d'aller faire la queue 3 heures à la poste pour pouvoir faire un mandat à leurs proches avec des gens qui font la queue pour récupérer un recommandé ou un Western Union. Et pour ça, il faut communiquer sur les réseaux sociaux, il faut communiquer à travers des événements comme on le fait aujourd'hui, il faut aller à la rencontre des diasporas, il faut participer à des événements liés à des associations qui sont en lien avec les diasporas. Il y a, sincèrement, communiquer auprès des diasporas, c'est pas ce qu'il y a de... C'est pas compliqué. On le fera le moment venu. La question aujourd'hui, c'est comment arriver à des coûts de transaction raisonnables, à plus de transparence et de rapidité. Maintenant, où est-ce qu'on peut mettre l'éthique et dans tout ça? Ce n'est pas évident. Moi, je n'aime pas survendre un sujet. Diaspora ne veut pas dire éthique. Ce que font les diasporas avec leur argent n'est pas forcément éthique. Il ne faut pas raconter de bobards non plus. On a différents types de diaspora. Il y en a qui sont dans la survie, mais il y en a qui sont très à l'aise et qui vivent très bien en Europe. Il ne faut pas non plus être que dans le misérabilisme. Et par exemple, aujourd'hui, transférer des fonds pour acheter une maison avec une très grande piscine, arroser un jardin dans un pays aride où il y a du stress hydrique, est-ce que c'est éthique ? Est-ce que penser casse à gueule parce qu'on veut sa piscine l'été pendant 2 mois, alors que des gens sont encore obligés d'aller chercher l'eau au puits ou ont des coupures d'eau toute la journée et parce qu'on fait partie d'une certaine classe sociale, c'est éthique? Je poserai pas, je ne serai pas catégorique et affirmative et je n'aime pas juger les gens, mais je pense que ça vaut le coup de refaire d'autres conférences. Il y a tellement de choses à dire et je ne veux pas monopoliser la parole. Donc, voilà. Merci pour cette réponse. Merci beaucoup, c'était vraiment très précis et précieux. Mais vos 2 interventions ont suscité vraiment beaucoup de réflexions de ma part et vous permettrez que peut-être à la fin, je poserai un certain nombre de questions
Vous m'entendez un peu plus fort? D'accord. Est-ce que monsieur Jacquin, il Oui. est là? Enfin, Oui, je bonjour suis là. monsieur. Bonjour messieurs, dames. Enchanté Attendez. je suis Voilà. enchanté de faire votre connaissance, même si ce n'est que virtuellement. Mais ce que je viens d'entendre est effectivement très intéressant et c'est un peu ce qui a donné la raison d'être de ma société Fairyzone et du développement de notre application MyPocket, puisqu'on est typiquement au service des diasporas et des personnes en fragilité bancaire. C'est-à-dire que nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit qu'il fallait combiner, pour plusieurs raisons, l'accès à un compte et faciliter l'accès à un compte pour la vie de tous les jours, hein, c'est ce qu'on appelle la banque du quotidien, et aussi le transfert d'argent international. Les deux, pour nous, sont indispensables pour bien servir les diasporas. Et aujourd'hui, on connaît une très forte croissance, alors on ne communique pas, simplement parce que, visiblement, notre application rend un vrai service aux diasporas. J'ai entendu certains chiffres que Clément a donnés, et je suis tout à fait d'accord. Il y a des acteurs historiques qui profitent de leur position. Nous, il faut savoir que notre taux est tout compris autour de 3%, donc on est loin des 8%. Et je pense que c'est pour ça d'ailleurs qu'on n'a pas besoin pour le moment, en tous les cas, de faire beaucoup de marketing et de publicité. Les gens parlent de MyPocket entre eux et viennent s'inscrire, etc. Voilà. Donc, il faut savoir que la mission, nous on est une société à mission, notre mission c'est la lutte contre la pauvreté, le partage des richesses, et on travaille de manière à ce que le compte en question, le compte MyPocket, puisse être chargé de différentes manières. Nous, ce qu'on voulait, c'est d'être le plus proche possible des gens, de toute manière. Donc, de bien, comment dirais-je, étudier, comprendre, être en empathie avec la problématique des diasporas. Et on s'est rendu compte qu'il fallait qu'il y ait le plus de choix possible, c'est-à-dire, c'est pour ça qu'on peut charger son compte d'autres manières, et notamment avec le cash, ce qui est très important. Donc cash, virement SEPA et une autre carte de paiement. Et de l'autre côté, on peut vivre avec la carte Mastercard MyPocket et on peut envoyer de l'argent entre membres, on peut envoyer de l'argent en dehors de la zone euro avec différents modes de livraison. Ça peut être du cash, c'est du classique, du compte bancaire, du mobile wallet et aussi du airtime top-up que peu d'Occidentaux connaissent, à part les diasporas qui sont quelquefois au courant des possibilités intéressantes de recharge téléphonique qu'on peut livrer comme ça à la famille quasiment instantanément et qui désenclave ces personnes qui peuvent être coupées du reste du monde dès qu'elles n'ont plus de temps de consommation téléphonique ou d'accès à Internet. Voilà. Et donc la digitalisation, puisque je crois que c'est bien le sujet, ça a ouvert des possibilités qui étaient absolument extraordinaires, notamment en termes de coûts, mais aussi l'accessibilité, puisque c'est super accessible. Nous, ce qu'on travaille là-dessus, il faut que même quelqu'un qui ne sait pas bien lire puisse utiliser notre application, puisse être confortable, ait confiance et ne ressente pas de frustration. Voilà. Donc nous, il n'y a pas de filtre, si ce n'est quand même le KYC, parce que ça, on est obligé, c'est réglementaire. Mais voilà, donc aujourd'hui, nous, on a des clients sur toute l'Europe, Royaume-Uni inclus, parce qu'on est en 2 devises, hein, euro et livre sterling. Et voilà où on en est. On est en plein boom d'acquisition de clients. Et voilà, c'est une belle aventure que j'avais envie de partager avec vous. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Voilà, bien sûr.
ne sais pas. Merci beaucoup, Monsieur Jacquin. De rien. Merci beaucoup. Monsieur Jacquin nous a montré en fait que la digitalisation avait un certain impact dans la transformation des services bancaires. Ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est toutes ces interventions nous ont montré la nécessité de comprendre les sociétés dans lesquelles on évolue pour pouvoir mettre en place des initiatives de type entrepreneurial. Oui. Et donc, c'est fondamental en fait de comprendre les sociétés dans lesquelles on évolue. J'ai une question qui est adressée en fait, et j'ai peut-être le privilège d'être le speaker et peut-être donc le privilège de poser les questions en premier pour lancer les débats et la réflexion. Une question adressée à vous trois, messieurs. L'idée, si vous voulez, c'est de se rendre compte que la digitalisation, dans quelle mesure la digitalisation est un facteur ou un levier de développement économique. Je vais prendre la parole. En fait, je pense qu'il ne faut pas voir la digitalisation comme un bien en soi ou comme une valeur qui aurait quelque chose d'extraordinaire de façon intrinsèque. En réalité, les gens vivent. Ils vivent leur vie tous les jours. La réponse que doit avoir le digital, c'est comment est-ce que moi, sa vie, je vais la transformer en digital et que le digital apporte des réponses. Pourquoi ? Parce que quand on est, par exemple, face à un continent qui est macro comme l'Afrique, on a un problème d'infrastructure. Comment est-ce que je fais pour assurer le même service à la personne qui est tout au fond d'un village qu'à celui qui est dans une ville ? Est-ce que cette personne-là doit faire 50 km pour aller à une agence bancaire, attendre pendant 3 heures sous 50 degrés avant de peut-être avoir un service ? Ou alors, est-ce que je me dis, avec le digital, on peut lui apporter une réponse en instantané avec le même niveau de service que s'il était dans une grande ville. Et maintenant, réfléchissons un petit peu au modèle Amazon, par exemple. C'est extraordinaire. On peut tout avoir en 1 heure chrono. C'est génial. S'il y a des routes, s'il y a des camions, s'il y a des transporteurs, s'il y a tout. Peut-être que le futur de l'Afrique, ce n'est pas Amazon. C'est peut-être Mamazon. C'est peut-être la maman qui, elle, est assise là et qui, elle, va avoir une logique qui est beaucoup plus circulaire, beaucoup plus solidaire. Parce que n'oubliez pas, la pauvreté n'est pas éthique, mais elle est solidaire. Vous trouverez forcément un voisin qui n'a rien, mais qui a le petit quelque chose qui vous manque et qui fait que votre rien se transforme en autre chose. Et peut-être effectivement avec le digital, nous, ce qu'on peut faire, c'est interconnecter les gens entre eux afin qu'eux-mêmes construisent une autre forme de richesse, plus inclusive, plus solidaire. Et ce qu'il faut, c'est apporter les outils. Le digital, c'est un outil. Voilà la clé. Alors, en ce qui me concerne, moi, je verrais toujours le digital comme le moyen d'économiser du temps. Le temps est précieux, on a une journée qui est limitée. Et je pense qu'en Afrique, on perd beaucoup de temps dans de la bureaucratie, dans de la paperasse. Et le fait de digitaliser les choses va nous permettre de gagner du temps. Au lieu de poser une demi-journée pour aller voir son banquier pour monter son dossier, le faire en digital vous permet de consacrer votre temps à autre chose. Le fait de pouvoir faire un paiement ou déposer vos chèques à distance vous évite d'aller faire la queue devant le caissier pour pouvoir déposer vos chèques. Et parfois, vous attendez longtemps. Donc, moi, je le vois un petit peu comme un économisateur de temps. Maintenant, le digital peut également être un moyen de mettre les acteurs économiques en confiance en mettant en place des plateformes qui garantissent les paiements. Parce que c'est bien de vendre, mais encore faut-il vendre à des gens qui sont solvables. Et je pense que le digital peut énormément jouer sur, tout à l'heure vous le disiez, sur le KYC, le scoring, savoir si on a affaire à des gens qui sont solvables et vous encourager du coup à réaliser l'opération économique en question, soit un service, soit une transaction, je ne sais pas moi, agricole ou ce que vous voulez, parce que vous avez la certitude d'être payé. Et ça, c'est vraiment important. Et par exemple, il y a un phénomène qui a émergé ces 10 dernières années. Par exemple, c'est les freelances, les prestataires de services dans les pays émergents et notamment en Afrique, qui réussissent maintenant à vendre leurs prestations sur des plateformes Internet type Fiverr, 5euros.com ou autres, et qui aujourd'hui ne dépendent plus
des acteurs économiques locaux qui les freinent. Avant, si vous vouliez être freelance, il fallait passer par telle et telle société qui vous facturait à tel TJM et qui n'était pas transparente sur la vente, etc. Aujourd'hui, vous vous mettez sur une plateforme, vous décidez de votre TJM et vous n'êtes payé que si la personne qui reçoit votre travail est satisfaite. Mais on trouve encore certaines limites. Dans les pays, par exemple, où il y a une non-convertibilité des monnaies, il faut créer une société, pouvoir s'enregistrer. Parfois, c'est compliqué, donc on demande à un cousin de créer le compte pour soi. Le cousin va créer un compte en banque en France ou ailleurs pour pouvoir être payé. Parce que si vous êtes payé alors que vous n'avez pas le droit, c'est limite du pénal. Il y a un cas qui a fait beaucoup de bruit en Tunisie. Il y a 2 freelances qui se sont fait payer à l'étranger et je crois même qui se sont fait payer en crypto, je ne suis pas sûr de l'information, et qu'on finit en prison. C'est aberrant. C'est aberrant. Donc, il y a encore énormément de choses à faire. Mais moi, j'en suis certain, le digital peut permettre de gagner des points de croissance en Afrique. C'est certain. Merci beaucoup pour ces précisions. Monsieur Jacquin, peut-être Oui. une réponse complémentaire? Oui, avec plaisir. Franchement, ce que les 2 personnes qui ont parlé avant moi ont dit, je suis totalement aligné avec ça. J'ajouterais quand même aussi que le digital permet d'avoir des infrastructures plus légères. On n'est pas obligé d'avoir un réseau de guichets bancaires qui coûte une fortune. Donc le digital est beaucoup plus léger, plus intuitif, plus rapide. Par contre, il faut qu'il soit accessible. Ça, c'est un travail à faire. De la même manière que avant, c'était quelque chose qui était dans les usages de faire la queue à un guichet. Voilà, ça serait normal que tout le monde ait un accès identique au réseau de manière à avoir accès à des services digitaux de bonne qualité. Il y a aussi quelque chose que j'ai remarqué, je ne suis pas le seul, mais qu'on peut remarquer, c'est que d'une génération à une autre, les usages changent, bien sûr. Et la jeunesse, aujourd'hui, qu'elle soit en Afrique ou ailleurs, considère qu'on doit pouvoir tout faire à partir de son mobile. Si ça ne marche pas avec le mobile, c'est que c'est has-been, quoi. Voilà. Et donc, je pense qu'on est sur une tendance vraiment intéressante parce que c'est un changement d'usage qui va conduire les gens à avoir accès à des services plus adaptés. Parce que, comme le disait, je n'ai pas votre nom, la seule personne qui a une cravate. Voilà. Je ne vous entends pas, le son est coupé. C'est moi cravate, ça ira. Non, mais non. Non. J'ai trop de respect pour les gens pour vous caricaturer. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est super important aussi d'accompagner et d'offrir des services qui aillent vers les tendances futures. Et donc, il est clair que les telcos ont pris le marché de la banque sur téléphone en Afrique et ça a court-circuité l'impact du réseau bancaire traditionnel. Et c'est ce que disait votre voisin de droite, notamment avec le Kenya, qui a toujours une longueur d'avance sur les Occidentaux pour offrir des services qui sont très, très adaptés aux Kenyans et dont, je pense, beaucoup d'Occidentaux devraient s'inspirer parce que c'est très efficace et surtout, c'est adapté aux besoins des gens. Chose que les banquiers classiques, il ne me semble pas qu'ils soient dans cette démarche-là. Ils s'intéressent plus à leurs produits, à imposer des produits à leurs clients, alors que c'est l'inverse, je pense, qui est important. C'est-à-dire que les sociétés doivent s'adapter aux besoins de leurs clients, et pas l'inverse. Et il y a aussi quelque chose qui est très important dans la digitalisation pour moi,
et notamment dans les transferts d'argent et tout ce qui tourne autour de la finance, c'est la sécurité. Parce qu'à partir du moment où votre transfert est très rapide, déjà, ça le sécurise. À partir du moment où, petit à petit, vous allez pouvoir payer des factures à distance, c'est-à-dire que quand vous êtes membre d'une diaspora, ce qui vous intéresse, c'est de savoir à quoi sert l'argent que vous envoyez. Donc, c'est très important d'inciter et de proposer, en tous les cas, des services qui vont permettre aux personnes qui partagent leurs revenus de savoir exactement où va leur argent. Ça, je pense que c'est très important. Donc, le paiement de factures, les achats de biens digitaux comme le airtime et data, ou peut-être certaines gift cards, peuvent être très utiles. Et en tous les cas, ça permet aux personnes qui partagent leurs revenus dans les diasporas avec leur famille de garder un certain contrôle sur ce que devient leur argent. Voilà. J'essaie de voir. Donc, je crois que j'ai rien à ajouter. Et je suis prêt à répondre à d'autres questions. D'accord. Merci, monsieur Jacquin. Peut-être une réaction, non? Pas du tout. D'accord. On va laisser la place aux questions. Est-ce que vous avez des questions? Oui. D'accord, je vais la reformuler. Vous avez mentionné le frein du KYC. Et globalement, je dois faire l'avocat du diable 2 secondes. Le système Mobile Money, qui est basé sur le télécom, a un KYC qui a été considéré comme convenable, inutile ou suffisant. Et pourtant, Mobile Money ne se développe pas à ce point. Et je sais qu'il y a un problème sur rentabiliser le système, mais quand même, la partie KYC avait été réglée. C'est-à-dire qu'on peut très bien s'appuyer sur un compte facile à ouvrir pour adosser un service financier, même à distance avec MyPocket. Donc, en quoi ce KYC-là ne répond pas aux freins que vous mentionnez? J'ai l'impression que c'est une solution. On peut utiliser le KYC de Mobile Money pour adosser un service extérieur, mais au moins on a un socle qui correspond à l'attente en anti-money, etc. Alors, merci pour la question. Alors, déjà, première chose, c'est regardons ce que font les gens. Combien de numéros de téléphone possède un Africain? 3, 4. Pourquoi? Parce que les opérateurs ne sont pas disponibles partout. Il en utilise un pour appeler, un autre pour la data, pour la recharge parce que c'est moins cher. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est comment fonctionnent les gens. Ce n'est pas que votre modèle est bon ou mauvais. Si les gens fonctionnent différemment, vous n'aurez pas la bonne réponse. Donc, ça signifie que votre personne qui a 4 numéros, il a combien de KYC? Il a une identité Orange, une identité RTL, une autre Vodacom, une autre… Alors que c'est la même personne. Un KYC, ça doit être unique. Un KYC, ça doit être quelque chose qui dit « je suis moi en digital, peu importe ce que j'utilise ». Le mobile money, la banque ou le service, c'est un usage, ce n'est pas la personne. Donc, il faut déconnecter le KYC de la notion d'usage. Après, c'est juste une notion de SSO, ce n'est pas une notion de KYC en vrai. En réalité, à partir du moment où vous avez la bonne digitalisation de la personne et que le système est convenable et que la personne est identifiable par un QR code, que ce QR code aille interroger de la santé, de l'éducation, du quoi que ce soit, que même des ONG l'utilisent pour reverser, par exemple, des aides en disant, au lieu que ça passe par un système un peu flou, là, on peut faire du transfert direct vers les personnes avec du ticket digital. Ça peut être du couponing. On est en digital. C'est direct, c'est automatique. Donc, vous pouvez l'adresser à une population. Et s'il y a 100 qui doit partir pour l'aide, la personne aura 100. Ça ne devient pas 50 parce qu'il y a un intermédiaire X, Y, Z, comme c'est le cas aujourd'hui dans tout le système. C'est le ruissellement qui est important à travers le digital. Et le KYC doit servir à ça. Pas servir à assurer que quelqu'un ait le contrôle sur vos données. Alors qu'aujourd'hui, on parlait tout à l'heure d'éthique, on ne sait pas. On vous dit, voilà un KYC, utilisez-le, c'est bien, mais qu'est-ce qu'ils en font? La question, c'est plus comment la personne l'utilise de façon transparente. La personne qui l'utilise s'en fout complètement, pardonnez-moi mon langage, mais s'en fout complètement de ce qu'il y a dans le KYC. Ce qu'il veut, c'est quelque chose de simple, transparent, et qui fasse que lui, quand il clique, ça marche. C'est ça qu'on délivre. Quelque chose de simple, transparent, sécurisé. Point barre. Après que ça passe par un opérateur X, Y, Z ou par un tel, ce n'est pas important. Merci beaucoup. D'autres questions?
Oui, une question en ligne. Vous parlez de recharger les comptes en espèces. Comment arrivez-vous à faire face aux luttes anti-blanchiment? Arnaud, t'as entendu? Oui, Arnaud, pour le rechargement du compte MyMobile en espèces, comment fais-tu les KYC, les luttes anti-blanchiment? Alors, c'est simple, en fait, le KYC se passe avant. C'est-à-dire que pour que le compte soit activé, il faut que le KYC soit validé. Voilà. Donc, il y a tout un process d'identification à partir d'un passeport. On prend tous les passeports du monde, hein, à partir du moment où ils sont valables. Par contre, la restriction, c'est qu'il faut une preuve de domicile en Europe. Voilà. Ce qui fait quand même que c'est assez large. Mais bon, on fait des contrôles, on vérifie que l'utilisation du compte se fait correctement, notamment qu'il n'y a pas des gens qui trichent en utilisant des VPN ou d'autres systèmes pour masquer le fait qu'ils ne sont pas en Europe. Donc, pour revenir au chargement cash, c'est un parcours d'activation, c'est un parcours de création du compte. Donc, on passe le KYC. Une fois que le KYC est validé, votre compte s'active quand vous recevez votre carte. Vous recevez votre carte avec un CHID, c'est un numéro qui permet d'activer votre carte, qui est une carte nominative. Et ensuite, une fois que votre compte est actif, vous pouvez vous rendre chez un buraliste, n'importe quel buraliste en France, ils sont géolocalisés dans l'application et vous pouvez charger votre compte très simplement par un scan de voucher. Donc il y a un voucher qui est édité à la caisse du buraliste et une fois scanné, votre compte est crédité du montant que vous avez déposé. C'est instantané. Voilà. Mais en fait, pour répondre vraiment à ta question, Maximilien, c'est vraiment un KYC bancaire avant toute chose, parce qu'on est soumis à la réglementation européenne et en particulier française. Voilà. Donc alors après, ça c'est, je vais continuer un petit peu. C'est qu'ensuite on a placé des alertes sur l'utilisation du compte. Donc quelqu'un qui va avoir un comportement atypique, il risque d'être détecté comme fraudeur et à ce moment-là, on va lui demander de justifier des montants qu'il envoie de manière à ce qu'on puisse déterminer si, oui ou non, c'est un fraudeur ou pas. Voilà. Et ça, c'est sur la vie du compte. Je ne sais pas ce qui se passe. Merci beaucoup. On vous entend, monsieur. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Dernière question, on me dit. Dernière question. Oui, monsieur au fond. Remarque, parce que j'ai entendu des choses qui ne me semblent pas tout à fait dans les attendus du régulateur, en termes de KYC et en termes de détection des opérations frauduleuses. En fait, ce qu'on demande en termes de KYC, ce n'est pas uniquement d'avoir l'identité de celui qui envoie l'argent de manière formelle, mais on demande très formellement la destination de ces francs et, si possible, savoir à quoi servent ces francs. En fait. C'est pour ça que sur Western Union, pour ne citer qu'un acteur historique, on vous dit à quoi sert l'argent que vous êtes en train d'envoyer. Ce n'est pas parce que Western Union l'utilise uniquement à des fins marketing, c'est aussi une exigence des régulateurs pour le suivi des flux financiers. Ça, c'est secondo. En termes de lutte anti-blanchiment d'argent, ça ne sert à rien de demander un justificatif plus ou moins après la réalisation de la transaction. Il faut être le régulateur demande, il a l'ambition, ou il pousse les acteurs à avoir l'ambition d'être beaucoup plus réactifs que ça. C'est-à-dire que dès que l'opération se déclenche, que le client soit contacté et que parfois, dans certaines circonstances, on demande à ce que l'opération soit bloquée ou soit frisée le temps que la vérification se fasse. Et dans d'autres circonstances, on ne demande même pas au client et on fait une déclaration très fin sur la base des soupçons qu'on peut avoir sur l'opération en question. Donc, ce n'est pas que je ne suis pas complètement d'accord avec ce qui a été dit, mais
il m'a semblé que ça manquait un peu de précision. Je sais très bien que le régulateur est peut-être beaucoup plus exigeant sur ce type de situation-là. Et je sais que pour les diasporas, les virements transfrontaliers peuvent être un challenge parce que, bien évidemment, des cartes d'identité peuvent manquer de l'autre côté du monde. Tout le monde n'a pas forcément une carte d'identité, une pièce. Tout le monde n'a pas la capacité de justifier de la destination des fonds ou du bénéficiaire. Voilà, c'est juste ça. Merci beaucoup. Un complément peut-être? Oui, moi j'aimerais juste vraiment un complément très rapide parce que comme on est dans la précision, moi j'aimerais quand même dire que tout dépend également de la banque ou de l'établissement financier. Il a une cartographie des risques à présenter, il a sa politique qui est propre. Et c'est vraiment en cas de contrôle qu'il est challengé. Mais les diasporas ne sont pas toutes traitées de la même manière. Et moi, j'ai des exemples concrets de personnes qui sont retraitées après toute une vie de dur labeur en France, qui ont un compte en banque dans une banque française et qui passent le plus clair de leur temps dans leur pays d'origine. Et donc, elles retirent très souvent des espèces. Et ben moi, j'ai 2 cas très précis de 2 personnes retraitées qui ont été exclues d'une banque de la place parce qu'on leur reprochait de retirer trop d'espèces. Et ils avaient beau justifier que leur retraite était tout à fait transparente, elle est versée par je ne sais plus quelle caisse, et ils ont envie de dépenser leur argent en espèces. C'est leur droit. Et ils ne vont pas tout de même justifier à chaque fois, chaque dépense. À 74 ans ou 80 ans, il y a très peu de chances que vous donniez votre argent pour Daesh ou je ne sais pas. Voilà, vous avez vos dépenses. Mais la banque a décidé, et elle est souveraine, et donc elle a exclu ces gens-là parce qu'elle avait envie de minimiser son risque de contrôle et éventuellement d'amende. Mais sincèrement, les acteurs bancaires, ils font un peu ce qu'ils ont envie. Donc, voilà. En fait, il faudrait quand même qu'ils aient un peu de discernement. Parce que dans l'exemple présent, franchement, c'est complètement inapproprié. Surtout s'ils ont des justificatifs. Si c'est versé par des caisses de retraite, franchement, voilà, la justification est là. Et je pense qu'il faut, au contraire, la banque devrait se rappeler, même avec un bon service de conformité, et c'est aussi, ça fait partie de leur fonction, c'est que le service soit le plus adapté possible, tout en respectant les règles. Et il ne faut pas se réfugier derrière une approche par le risque qui mettrait le curseur beaucoup trop haut, qui ne correspond plus à rien d'un service normal. Et là l'exemple que vous venez de donner, c'est clairement quelqu'un qui fait trop de zèle dans le service conformité de la banque. À mon avis. Voilà, c'est que mon avis. Très précis qui a été évoqué par le monsieur, c'était une histoire qui s'appelle l'histoire des Shiba Inu, qui a fait grand bruit, qui a été relatée dans la presse, etc. C'était des gens algériens, marocains, tunisiens principalement, qui touchaient leur retraite, ou même africains, qui touchaient leur retraite, par exemple, en France. Mais si jamais ils se délocalisent, ça veut dire qu'ils habitent dans leur pays d'origine, ils ne reçoivent plus le même traitement. Ça, c'est encore autre chose. Donc, pourquoi les obliger normalement à retraiter, à résider en France? Il peut retourner dans son village natal, passer sa retraite paisiblement et après tant d'années de labeur et puis bénéficier de l'entièreté de sa retraite. Ça, par contre, c'est des accords intergouvernementaux, etc. D'accord. Merci. Alors, attendez, je n'ai pas clôturé, s'il vous plaît. On va quand même les applaudir. Merci beaucoup. Merci. Oui. Merci. Alors, je vais les laisser se présenter, ça va être plus simple pour éviter que j'ai réécorche leur nom. Voilà. Donc, Christian Massogi, CEO de la société Mi Mobile Ecosystems. Donc, Zoubair Benterdayet, fondateur de Yoshbi, FinTech destiné aux diaspora à impact. Et Arnaud Jacquin. J'entends rien, donc je ne sais pas. Oui, vous pouvez vous présenter? Ah oui, je suis Arnaud Jacquin, le CEO de MyPocket. D'accord. Merci beaucoup. Merci de votre attention et encore un grand merci à nos speakers.